Il y a des fois, quand on monte dans le cockpit de la moissonneuse, j'ai l'impression que c'est plus facile à faire décoller un 777 de Roissy que de travailler dans les champs. Et dire qu'il y a des gens dans les villes qui pensent que les agriculteurs sont un petit peu en retard sur les nouvelles technologies et le digital, ça fait peur. Alors, non, ça reste de l'agriculture de précision, mais on peut difficilement appeler ça de l'agroécologie. Alors, bien sûr, c'est un outil qu'il faut se servir comme le reste. Hein. J'ai le même discours par rapport à ça, s'il y a vraiment l'utilité. Mais c'est une source d'information supplémentaire, ça apporte plein d'éléments, mais de faire piloter les systèmes par des algorithmes, c'est le risque énormément de se tromper. Et donc, pour moi, on n'arrivera pas à des algorithmes assez précis pour remplacer ce que peut faire le vivant. Alors, je vais citer deux exemples. Par exemple, je vois des gens qui essayent de semer des variétés différentes ou des doses de variétés différentes en fonction des zones des parcelles. On peut arriver à cela. Tout simplement, il suffit de semer un mélange variétal de céréales et avec une diversité un petit peu large dans ce mélange variétal. Et vous êtes à peu près certain que la variété qui est la plus apte à se développer dans la zone un petit peu séchante de votre parcelle va dominer un peu le système, et celle qui est un peu plus apte à se développer dans la zone un petit peu plus humide va dominer le système. Et donc, est-ce que ça va être séchant ou très humide? Ça dépend aussi de la météo. On a aussi une énorme incertitude, et cette incertitude restera toujours présente. Au moment où vous semez votre blé en mois d'octobre, vous êtes vraiment malin si vous êtes capable, grâce à un algorithme très bon, de prévoir la météo que vous aurez en mai et en juin qui va suivre. C'est prendre un énorme risque. Eh bien, en utilisant là un processus agroécologique d'association variétale, bien là, vous allez prendre la chance d'avoir à peu près raison dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Un autre exemple, c'est les associations de couverts. À partir du moment où vous semez une diversité de couverts, on ne sait pas ce que va être l'été, on ne sait pas quels ravageurs on peut avoir, on ne sait pas quand on va voir les premières gelées, on ne sait pas quels peuvent être les accidents éventuels, ou les corbeaux ou les pigeons qui viennent vous manger des graines, tout peut arriver. Mais on est à peu près certain qu'on aura des espèces qui, en fonction des conditions, pourront dominer, d'autres seront plus faibles. Et puis on sème à peu près le même mélange de couverts une année après dans un contexte pédoclimatique un peu différent. Eh bien l'expression sera complètement différente. Mais vous avez pris la chance de réussir à peu près tous les ans. Je vais aller plus loin en matière d'explication à ce niveau-là. S'il y a une chose sur laquelle il faut s'asseoir, excusez-moi d'être assez brut de fonderie, s'asseoir, c'est sur la précision de la gestion de l'azote. L'azote, on ne peut pas gérer ça de manière précise. Elle est influencée par la minéralisation, elle est influencée par le climat. On n'est même pas précis à 10 unités près, on n'est même pas précis à 20 unités près. Et plus on va développer l'autofertilité, plus il sera compliqué d'être précis en matière de gestion d'azote. C'est terrible ça. Alors qu'on cherche à développer l'autofertilité, pour moins d'engrais, moins on pourra être précis. Parce que le climat peut influencer énormément. Je vais prendre un exemple très proche d'ici. Au lycée agricole de la Saussée à Chartres, en fonction des années climatiques, sur une parcelle de céréales, la minéralisation autonome du sol a varié pour les extrêmes de 70 à 120 unités d'azote. C'est-à-dire ce que le sol était capable de fournir pendant l'année allait de 70 à 120. 50 unités d'azote de différence. Et ça, en fonction du climat. Vous voyez que chercher la précision, là, va poser beaucoup de questions. Alors, on peut la trouver à l'envers. Et c'est là que des processus agroécologiques peuvent nous aider. Prenez une parcelle de céréales sortie culture. Vous avez apporté de l'engrais de manière localisée ou vous avez apporté de manière en plan. En fonction des rendements, de votre type de sol, le niveau de reliquat post-récolte risque d'être extrêmement différent. Là, vous allez avoir une carte qui va être fluctuée dans tous les sens. Sur cette parcelle-là,
Mettez un couvert multi-espèces, avec des légumineuses, avec des crucifères, avec des graminées, des composés, etc. Quand vous allez arriver au mois de novembre, vous allez avoir une végétation qui va être en fonction des endroits. Vous avez un doubli d'azote, vous avez les crucifères qui dépassent. Vous avez un petit creux en azote, c'est les légumineuses qui sont exprimées. Vous allez avoir une végétation très différente, mais la végétation va contenir à peu près la même quantité d'azote, de manière à peu près similaire sur la totalité de la parcelle. Et je peux vous parier que si vous faites une analyse de reliquat sous le couvert, eh bien là, vous allez avoir une uniformisation aux alentours de 20-25 unités, quel que soit l'aspect des couverts à la surface du sol, en teneur en azote. Et là, vous avez une certitude, grâce à des couverts associés, que l'ensemble de votre parcelle, vous avez un niveau d'azote réduit, très limité, à une fourchette de 10 unités près, et une fourchette de 20 unités près, vous savez à peu près ce que vous avez stocké dans la partie aérienne de votre couvert. Là, on reprend la main avec un processus agroécologique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ça. Encore une fois, ça peut nous apporter de super informations. La parcelle où il y avait les moutons, on doit la récolter à l'automne avec une carte de rendement, etc., pour analyser un peu ce que nous ont apporté les moutons, etc. C'est un super moyen d'aller plus loin, de récolter des données, de pouvoir avancer plus loin dans l'agroécologie, mais ce n'est pas un processus agroécologique.